Bien, alors bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, je m'étais arrêté sur la description, disons, des disciplines impliquées en linguistique analogique dans une perspective de linguistique théorique. Je ne vais pas y revenir. Ce serait à la fois, disons, trop long et on va plutôt explorer, si vous voulez, cette idée de cette conception de la linguistique que je nomme ici linguistique théorique. On va l'explorer par la pratique en fait, en voyant concrètement ce que nous faisons lorsque nous travaillons sur la question de l'analogie en linguistique. Je vais donc aujourd'hui surtout prendre un temps de parole qui va durer à peu près l'ensemble de la séance pour vous présenter plus en détail ce qu'on entend par linguistique analogique, enfin ce que j'entends par linguistique analogique. Bien sûr, vous pouvez m'interrompre, c'est un séminaire, donc on peut discuter. S'il reste du temps, on pourra réserver un petit temps pour la discussion, mais sinon ça pourra se faire la semaine prochaine. D'ici une quinzaine de jours, il y aura aussi sans doute des exposés de doctorants, mais pas encore tout de suite. Alors, je vais commencer par une question simple et qu'il faut vraiment poser. Pourquoi, diable, s'intéresser à la question de l'analogie en linguistique ? D'où ça vient, cette question de l'analogie ? Enfin, je ne vais pas tellement expliquer d'où ça vient dans mon parcours personnel de chercheur, par exemple, où je pourrais expliquer pourquoi j'en suis arrivé à m'intéresser à l'analogie. Mais rétrospectivement, si je dois maintenant expliquer l'intérêt de cette question en linguistique, eh bien, je ferai deux types de remarques. La première remarque, alors oui, avant, je vous donne une petite définition minimale de l'analogie. Je crois que je l'avais déjà fait la semaine dernière, mais je le rappelle. On va dire simplement que deux éléments, deux entités x, y sont analogues si ces deux entités ou ces deux structures ont des propriétés communes. Donc cette notion d'analogie évoque la notion de similarité, mais on verra qu'il y a une différence entre les deux, enfin qu'il est utile de poser une différence entre ces deux notions. Alors un exemple, extrait d'une citation de Madame de Staël que j'ai prise dans le TLFI à l'article analogie. L'idéalisme en philosophie a beaucoup d'analogies avec le mysticisme en religion. L'un place toute la réalité des choses de ce monde dans la pensée, donc c'est l'idéalisme, toute la réalité des choses de ce monde dans la pensée, et l'autre toute la réalité des choses du ciel dans le sentiment. Vous voyez qu'il y a une sorte de point commun d'analogie donc entre l'idéalisme et le mysticisme, enfin l'idéalisme en philosophie et le mysticisme, et la similarité, elle est décrite par Madame de Staël de la façon suivante. Il y a une notion de réalité, réalité des choses, qui est placée. Il y a une perception d'une globalité des choses qui est placée entièrement dans la pensée pour l'idéalisme, entièrement dans le sentiment pour le mysticisme, enfin dans le sentiment religieux, bien sûr. Donc, c'est un exemple parmi bien d'autres pour illustrer cette notion d'analogie entre deux choses qui, a priori, n'ont pas tellement de raison d'être perçues comme analogues. Je veux dire, idéalisme en philosophie, mysticisme en religion, on ne voit pas a priori qu'il y aurait une analogie évidente entre ces deux choses. Cette analogie, elle est construite par un discours, on l'a fait percevoir, c'est quelqu'un qui l'a fait percevoir. Dans d'autres cas, les analogies ou les similarités, pour l'instant, si on ne distingue pas les deux, elles sont immédiatement perceptibles. On voit qu'il y a, une similarité entre deux visages, par exemple, ou entre une caricature et le visage de la personne caricaturée. D'accord ? Mais là, l'analogie, elle est construite. Bon.
Donc là, c'est l'idée qu'on a des propriétés communes, mais on peut aussi, si X et Y ne sont pas des entités, disons, globales, mais des structures qui elles-mêmes contiennent des éléments. Hein. Si X est une structure qui contient des éléments, donc des parties, hein, et que Y contient aussi des éléments, c'est-à-dire des parties, eh bien, une autre façon de formuler l'analogie consiste à dire que les relations entre les parties constitutives de l'élément X et les parties constitutives de l'élément Y sont du même type, hein, sont identiques ou similaires. Alors, ce type d'analogie proportionnelle se formule de la façon suivante, hein, X est à X' ce que Y est à Y', donc ici, dans cet exemple, X et X', ce sont des parties de grand X. Et il y a une relation entre des éléments constituants de grand X qui est du même ordre que la relation entre des éléments constituants de grand Y. Et c'est cette similarité entre des éléments constituants qui est le fondement de l'analogie. Alors, un exemple classique, le roi est à l'État ce que le cœur est à la vie humaine. Bon, là, vous voyez qu'à la différence de l'exemple précédent, où d'une certaine façon, on explicitait ce qui était commun aux deux éléments, hein, perçus comme analogues, ici, on ne l'explicite pas. On ne dit pas ce qu'est le roi à l'État exactement. Hein. La propriété commune, elle est déduite par celui qui reçoit l'analogie. Le roi est à l'État ce que le cœur est à la vie humaine. Bon, l'idée c'est que on connaît ce que le cœur est à la vie humaine. C'est quoi le cœur à la vie humaine? C'est ce qui rend la vie possible. C'est ce qui est absolument indispensable à la vie humaine. Mais bon, admettons qu'on s'arrête à ces caractéristiques. Eh bien, on va transposer ces caractéristiques, donc ce rapport entre le cœur et la vie, on va la transposer sur le rapport entre le roi et l'État, c'est-à-dire que voilà, le roi est indispensable à l'État, l'État n'existe pas sans le roi, etc., etc. Bien. Alors, ce qui est intéressant dans ces analogies proportionnelles, c'est précisément que justement, le locuteur n'a pas besoin d'expliciter les relations de similarité. Hein, il le fait d'une manière, disons, indirecte par cette relation proportionnelle. Bon. Ce qu'on peut dire d'une manière générale, donc, c'est que l'analogie, au fond, c'est une relation. Hein, soit c'est une relation de similarité directe entre deux éléments, deux entités, deux choses, deux êtres, soit c'est une relation entre des relations, finalement, une relation au deuxième degré. Hein. Il y a une relation de similarité ou d'identité entre les relations internes à X et les relations internes à Y. D'accord ? Dans les deux cas, on a l'idée que analogie désigne quelque chose de l'ordre de la relation. Bien. Alors, j'en reviens donc à ma question de départ. Pourquoi s'intéresser à l'analogie en linguistique ? La première raison, c'est que en observant d'une manière très même superficielle les choses, on se rend compte très facilement que l'analogie est présente dans de très nombreux aspects de la vie humaine et sociale. Alors, je donne quelques exemples, mais sans développer, parce qu'on pourrait passer, au fond, tout le semestre à développer. On pourrait faire une séance sur l'analogie en droit, une séance sur l'analogie en philosophie, mais enfin là, on ferait pas grand-chose en une seule séance. Mais bon, droit, philosophie, théologie, sciences, psychologie, y compris, enfin, psychologie cognitive, on va en parler, psychanalyse, études littéraires, histoire, etc. Bon, alors, donnons quelques exemples. Dans le droit, le recours à la notion d'analogie est indispensable dans la mesure où tout ce qu'il est possible de se produire dans les relations entre les êtres humains ne peut pas être prévu par le
par la loi, par les codes qui constituent la loi. Par conséquent, les juges doivent très souvent établir une analogie entre ce qui est décrit dans la loi et une situation réelle qui n'apparaît pas dans la loi. Alors, je vous donne un exemple très simple qui vient du droit musulman, hein, où l'analogie est théorisée comme telle. Hein. Il y a vraiment toutes sortes de livres sur l'analogie, d'ailleurs dans la théologie musulmane, mais en particulier dans le droit musulman, qui s'appelle les qiyas, mais enfin, bref, passons. Mais un exemple très simple, on peut lire dans le Coran que le fidèle n'a pas le droit de boire du vin. D'accord ? La question, c'est est-ce qu'il a le droit, par exemple, de consommer de la cocaïne, le fidèle musulman ? Bon, le Coran ne dit rien sur la cocaïne, évidemment, hein, ou n'importe quelle autre drogue, si vous voulez. Alors, comment savoir ? Comment légiférer sur un cas comme celui-ci ? Eh bien, on va légiférer par analogie. Hein, c'est-à-dire qu'on va considérer que, dans la mesure où, par exemple, le vin provoque l'ivresse, et que une drogue quelconque, cocaïne ou autre, provoque une forme d'ivresse également, eh bien, l'analogie va être interdite hein, dans ce droit. Pas l'analogie, pardon, la cocaïne ou n'importe quelle autre drogue va être interdite par analogie avec l'interdiction qui porte sur les boissons alcoolisées. D'accord ? Bon, je prends cet exemple dans le droit musulman, mais dans n'importe quel... je veux dire, dans le droit romain, on a exactement le même genre de problème. Hein. Toutes les situations possibles ne peuvent être prévues par la loi. Donc on a nécessairement besoin, dans le droit, d'utiliser à certains moments l'analogie pour traiter de situations qui ne sont pas prévues comme telles dans les textes juridiques. Bon. En philosophie, c'est un sujet très, très, très important. Il y a beaucoup de traités sur l'analogie dès le Moyen-Âge, en relation d'ailleurs avec la théologie. Alors pourquoi au Moyen-Âge on s'intéresse beaucoup à l'analogie en philosophie ou en théologie ? Eh bien, c'est en particulier sous l'influence de saint Thomas d'Aquin, qui, au fond, se posait la question de savoir, de connaître, disons, la relation entre le monde humain et le monde divin, pour le dire très simplement. Par exemple, lorsque je dis « Dieu est bon », qu'est-ce que ça signifie exactement ? Est-ce que la bonté de Dieu est de la même nature que la bonté humaine ? Je sais ce que ça veut dire, ce que ça signifie d'être bon, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, d'être généreux, d'être aimable, d'être... bon. Mais ça concerne les êtres humains. Est-ce que je peux décrire la bonté de Dieu à partir de traits humains ? Ben, non, puisque ce serait ramener le divin dans l'ordre humain. Ça ne convient pas. Alors, est-ce que, à l'inverse, on pourrait dire qu'il y a une sorte de bonté de Dieu qui n'a absolument aucun rapport avec la bonté humaine ? Non plus, parce que ça constituerait une sorte de séparation radicale entre le monde humain et le monde divin. Alors, la solution technique, si vous voulez, en théologie développée par saint Thomas et bien d'autres aussi, c'est de dire qu'il y a une analogie entre la bonté humaine et la bonté de Dieu. C'est-à-dire, ça n'est ni exactement pareil, ni complètement différent, mais il y a une forme d'analogie. Bon, alors évidemment, là, il faudrait développer en quel sens cette analogie est pensée, mais c'est au cœur de la théologie du monde occidental. Hein. Bon, il y a eu ensuite beaucoup de développement en philosophie, notamment en philosophie des sciences, hein, puisque la découverte scientifique... on l'a montré à maintes reprises, se fait souvent par analogie. Hein, un savant, Poincaré, découvre, a une intuition de quelque chose de totalement nouveau, par une analogie avec quelque chose qui n'a rien à voir avec son domaine d'origine. Hein. Je ne vous donne pas d'exemple, je vous donnerai une référence bibliographique tout à l'heure dans laquelle il y en a beaucoup. Bon, dans les sciences, ce qu'on appelle l'analogie formelle, c'est le moment où on découvre les équations finalement, hein, où ça c'est vraiment quelque chose qui est décrit dans l'histoire des sciences, le moment de l'analogie formelle.
au fond une équation qui décrit le mouvement d'un solide lancé dans l'air, hein, une équation de mécanique classique, vous savez, qui décrit le fait que lorsque vous lancez un solide dans l'air, il décrit une sorte de parabole. Bon. Eh bien, cette équation, elle permet de décrire le mouvement de n'importe quel objet. Donc, il y a elle vaut pour une classe analogique. Bon, c'est dans ce sens-là que... En psychologie, on va le voir tout à l'heure en psychologie cognitive d'une manière très détaillée, donc je n'y insiste pas, mais également en psychanalyse, hein, dans la psychanalyse freudienne en particulier, vous avez un recours constant à la notion d'analogie, pour l'étude des rêves par exemple, etc. Dans les études littéraires, sans que les chercheurs se rendent forcément vraiment compte, on travaille constamment sur des phénomènes d'analogie. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle d'une école littéraire, d'un mouvement littéraire, eh bien, on parle en réalité d'une analogie entre des types de textes qui constituent des catégories de textes. Par ailleurs, mais ça j'y reviendrai lorsque je parlerai d'iconicité, quand on étudie la littérarité des textes eux-mêmes, lorsque on fait une analyse, si vous voulez, fine des textes littéraires pour voir en quoi la façon dont les choses sont écrites rend compte, est cohérente avec le contenu, au fond, de ce qui est dit. On est dans une forme d'analogie entre la forme et le sens, hein, qui est, au fond, au fondement de l'analyse stylistique, au sens le plus classique du terme. Dans le domaine de l'histoire, bien qu'il faille prendre de grandes précautions avec cela, on étudie souvent l'histoire, on peut étudier l'histoire, disons, pour en tirer d'éventuelles analogies avec le temps présent. Vous avez par exemple toutes sortes de travaux récents qui portent sur les analogies éventuelles entre la crise économique, les dernières crises économiques en Europe et puis aux États-Unis, et puis la crise de 29, crise de 1929. Bon, est-ce que la situation est analogue ? Les années 30, il y a un livre de Michael Fossel, là, tout à fait récent, un philosophe, qui porte sur les éventuelles analogies entre ce qui s'est passé dans les années 30 et qui a abouti à l'émergence du nazisme et la situation actuelle, pour essayer de se dire, pour essayer de comprendre notre situation actuelle par analogie avec une situation antérieure et essayer d'évaluer les risques possibles. Bon, alors bien sûr, ce sont des analogies, les situations ne sont jamais similaires, et puis il faut prendre de grandes précautions. Mais n'empêche que cette notion d'analogie est également présente dans les études historiques. Et puis je pourrais continuer d'aligner les disciplines comme ça, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a toutes sortes de domaines dans lesquels, toutes sortes de domaines totaux qui n'ont absolument rien à voir avec la linguistique, dans lesquels le concept d'analogie est présent. Bien. Alors, par ailleurs, deuxième argument, et c'est ce qu'on va voir dans un instant, l'analogie, au plan strictement cognitif, est un processus absolument central chez l'être humain. C'est-à-dire que notre système, parmi toutes les propriétés qui caractérisent notre système cognitif, eh bien, l'analogie est un processus majeur. Bon, on va voir pourquoi. Alors évidemment, il y a une relation entre ces deux affirmations. Si en effet l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme, ce n'est pas tellement étonnant qu'on retrouve l'analogie dans toutes sortes de domaines, scientifiques, ou plus ou moins scientifiques, disons, mais toutes sortes de types d'études qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, à partir de ces deux constatations, et surtout à partir de la seconde, si l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme, eh bien,
il y a sans doute des contreparties linguistiques. C'est-à-dire, si effectivement l'analogie est un processus cognitif majeur chez l'homme, dans une perspective tout au moins de linguistique cognitive, on sera amené forcément à trouver des traces des processus analogiques. Hein. Par conséquent, on peut définir en première approximation cette problématique analogique en linguistique de la façon suivante, hein, c'est le repérage, la description, l'analyse de l'ensemble des relations et processus analogiques dans les langues et dans le langage. Alors, pour aller un peu plus loin, nous allons procéder en 3 étapes. Hein. D'abord, je vais vous expliquer en quoi l'analogie est un processus cognitif, quelle est la nature de ce processus, pourquoi c'est un processus central. Ensuite, on précisera un peu, puisqu'on a dit que l'analogie était une relation, alors une relation entre quoi et quoi, hein, c'est-à-dire que là, on verra, disons, là c'est un peu l'embryon d'une méthodologie, comment est-ce qu'on s'y prend pour analyser tout ce qui relève de l'analogie dans les langues. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre, hein? Donc, l'idée, c'est qu'on va décomposer les différents paramètres qui interviennent dans la description des langues. Et puis, pour chacun de ces paramètres, on va voir s'il existe une analogie avec d'autres paramètres. Et enfin, un point important, au fond, une des manières de synthétiser ces questions autour de l'analogie, c'est de les envisager sous l'angle de fonction de l'analogie. Finalement, ce qu'on va voir, c'est que il y a différentes fonctions de l'analogie, pas beaucoup, hein, 6, qui ont pu être identifiées, un certain nombre de fonctions de l'analogie, et ce qui signifie que, au fond, vous pouvez utiliser l'analogie pour faire différentes choses. De la même manière que, je ne sais pas moi, l'être humain a la propriété de la bipédie, hein, peut marcher sur nos 2 pieds. Bon, ça c'est une propriété de l'être humain, mais de cette bipédie, vous pouvez faire différentes choses. Hein. Vous pouvez juste vous en servir pour marcher d'un point à l'autre, vous pouvez vous en servir pour danser, pour, je ne sais pas moi, faire toutes sortes de choses. Bien. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'entends cette notion de fonction de l'analogie. Vous allez voir qu'on peut, comme ça, regrouper des grandes classes de phénomènes pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette globalité, enfin, très très touffue. Hein. C'est-à-dire que quand on commence à dire, bon, on va travailler sur l'analogie en linguistique, c'est au fond un ensemble de phénomènes extrêmement vastes et hétéroclites qui apparaît. Hein, et assez difficile, au fond, d'organiser cet ensemble de phénomènes. Alors, tout d'abord, donc, le premier point, l'analogie comme processus cognitif. Donc, je prends l'exemple de ce projet qui est relativement récent, hein, vous voyez, qui vraiment portait sur cette question-là. Depuis, au fond, c'est depuis les années 2000, hein, je ne vais pas faire l'historique là, mais c'est à peu près depuis les années 2000, donc c'est très récent à l'échelle de l'histoire de la linguistique. Hein. À partir des années 2000 qu'on a commencé à prendre conscience du fait que l'analogie avait cette centralité, hein, dans la cognition humaine. Alors, je vous donne ici un extrait d'un projet dont vous pouvez lire le contenu, enfin un résumé, hein, à cette adresse ici. Un projet donc qui a impliqué beaucoup d'universités, vous voyez, ça a abouti à 200 publications, bon, un gros projet de recherche européen.
et dont la justification et les résultats étaient présentés de cette façon suivante. La capacité de faire des analogies est au cœur de la cognition humaine, et c'est le mécanisme fondamental qui permet aux humains de s'engager dans des processus mentaux complexes, comme la pensée. Alors, vous voyez, déjà, rien que ça, hein, la pensée. Donc, sans analogie, pas de pensée. La catégorisation, on va voir plus précisément ce que ça signifie. L'apprentissage. On apprend aussi par analogie. Et en général, pour comprendre le monde et agir sur lui en fonction de son expérience passée. La capacité de voir une expérience nouvelle, un objet nouveau, une situation nouvelle ou une action nouvelle comme étant la même, entre guillemets, hein, donc ça c'est la notion de similarité, qu'une plus ancienne, donc qu'on a déjà vécue, et ensuite d'agir d'une manière approximativement appropriée, quitte à ensuite adapter la réaction, et d'une manière presque indubitable, une des capacités qui fait que les êtres humains diffèrent des autres espèces animales. Bien. Donc l'idée ici, c'est une idée, disons, vraiment élémentaire au sujet de l'analogie en psychologie cognitive, c'est que c'est grâce à des processus analogiques que vous pouvez réagir à des choses nouvelles, à des situations nouvelles, quelles qu'elles soient. Hein. Un mot nouveau, une image nouvelle, une expérience nouvelle, quelle qu'elle soit. Vous réagissez à cette expérience nouvelle en vous fondant sur la similarité de cette expérience nouvelle avec une expérience que vous avez déjà eue et que vous avez mémorisée. Donc, on a là à la fois cette idée qu'on a besoin de deux plans, un plan qui est le plan de l'expérience actuelle, à l'instant T, hein, un plan qui est l'expérience mémorisée, et puis ensuite la relation de similarité entre les deux. Sans ce genre de capacité, il faut l'imaginer, ça pourrait être un film de science-fiction. Tout ce que vous verriez, tout ce que vous sentiriez, tout ce que vous expérimenteriez, serait entièrement nouveau. D'accord ? Or, ça n'est pas comme ça que se produit la vie humaine. C'est même d'ailleurs souvent le contraire. Hein ? Souvent, l'existence devient déprimante parce que précisément ce qu'on vit tous les jours ressemble à ce qu'on a toujours vécu et il n'y a jamais rien de nouveau. Hein. Bon. C'est plutôt cette impression-là qui est dominante. Hein. Parce qu'on a des systèmes, on y reviendra, de catégorisation assez globaux qui font que, effectivement, si on voit les choses avec des catégories un peu larges, ben, l'existence est tout le temps la même et devient du coup extrêmement ennuyeuse. Bien, donc, c'est ça l'idée de base de l'analogie, hein, cette relation de similarité entre quelque chose qui a été mémorisé précédemment et quelque chose de nouveau. Et c'est grâce à cela que le nouveau ne nous est pas complètement étranger. Mais alors, attention, c'est là où il y a une nuance quand même assez fine, et dans laquelle réside toute la richesse au fond du concept d'analogie, c'est que on peut avoir l'impression que cette notion d'analogie rabat tout ce qui est nouveau sur du déjà connu. Mais ce qui est en partie vrai. En effet, si ce que j'expérimente à un moment donné, je peux le mettre en relation avec quelque chose que j'ai déjà vécu, je le tire vers le déjà connu, je tire le non connu vers le connu. D'accord ? Mais en fonction du degré de similarité, déjà, je vois que ce non connu va être soit entièrement assimilé à du connu, si la similarité est très très forte, hein, mais si la similarité est assez faible,
ça va me permettre d'accéder à de l'inconnu. Et du coup, en mémorisant cette expérience nouvelle que je ne connaissais pas, peut-être par un lien de similarité assez fin, je vais mémoriser quelque chose de nouveau qui va me permettre d'accéder ensuite à d'autres expériences, etc. Bien. Alors, la remarque finale sur l'idée que cette capacité analogique ferait une différence entre l'être humain et les êtres vivants non humains, ça signifie pas du tout que les animaux non humains n'ont pas de capacité analogique. Hein. Ils en ont, ça a été montré par toutes sortes d'expériences. Hein. Je ne sais pas, même une grenouille, elle attrape des insectes, des catégories d'insectes, elle n'attrape pas n'importe quoi. Hein. Bon, donc il y a bien dans le cerveau des animaux non humains des capacités de construire des catégories, de faire des analogies entre des choses de leur environnement. Donc ça, c'est incontestable que des capacités analogiques existent chez les animaux non humains. Mais en revanche, elles sont incommensurables en termes de finesse et de niveau de développement. Hein. Les capacités analogiques de l'être humain sont infiniment plus développées que celles de l'animal. Alors, de l'animal non humain. Alors peut-être qu'une des hypothèses pour expliquer ça, ce serait précisément l'émergence du langage humain. Hein. Parce que le développement du langage chez l'enfant conduit, au fond, à enrichir les capacités analogiques de l'individu. C'est-à-dire que non seulement nous héritons de capacités cognitives qui nous permettent, par analogie, notamment de développer le langage, hein, qu'un enfant acquiert le langage petit à petit dans son développement, mais en même temps, cette acquisition du langage, par le fait simplement, pensez simplement au fait qu'un enfant peu à peu reconnaît les phonèmes de sa langue, hein, et donc arrive à fabriquer des classes analogiques de similarité entre certains sons. Il va entendre plusieurs façons, par exemple, de prononcer le R, mais il comprendra que c'est une seule et même catégorie de R, donc il va faire une analogie entre ces différents sons, et cela développe ses capacités analogiques. Donc l'émergence du langage est à la fois conditionnée par l'existence de processus analogiques, mais aussi très probablement le développement du langage chez l'être humain enrichit les possibilités d'analogie. Enfin, c'est même pas seulement probable, c'est une certitude. Bien, alors, quelques conclusions qui ont été décrites dans ce rapport dont je parlais il y a un instant. D'une part, l'idée que l'analogie n'est pas un processus, disons, encapsulé, isolé dans la cognition humaine. Vous n'avez pas, pour le dire un peu brutalement, une partie de votre cerveau qui gère l'analogie. Hein. C'est un processus émergent qui suscite toutes sortes d'autres mécanismes élémentaires, ce qu'on appelle en psychologie cognitive les fonctions exécutives. Donc, il faut des capacités de mémorisation. Il faut une flexibilité cognitive, et puis d'autres capacités cognitives élémentaires pour pouvoir développer des analogies. Hein. C'est un des sujets d'étude. Nous, on ne va pas s'y intéresser en détail. On aura peut-être au deuxième semestre un spécialiste de ces questions, psychologue, qui viendra nous en parler. Mais disons que c'est un des sujets des psychologues que d'étudier comment les capacités analogiques se développent peu à peu chez l'enfant. Hein. Parce que les publications sur cette question montrent que la façon dont les enfants s'y prennent, les petits, pour faire des analogies est différente de celle des adultes. Hein. Et avec le développement intellectuel, les stratégies, si vous voulez, analogiques se modifient un peu. Enfin, pas seulement un peu. Et d'ailleurs, ça marche également dans l'autre sens. C'est-à-dire quand il y a
chez le sujet très âgé, quand il y a une forme de dégénérescence cognitive, là aussi les capacités analogiques se perdent. Hein. Certains types de possibilités en matière d'analogie se perdent. Bon, donc il s'agit d'un mécanisme émergent qui a besoin de différentes capacités élémentaires. Bon, les processus analogiques influencent les processus perceptifs. Bon, là, évidemment, si vous voulez, pensez simplement à la formation d'un médecin radiologue. Quand vous regardez une radio, bon alors peut-être plutôt prenons une échographie, ou une radio encore on peut peut-être voir, mais vous regardez une échographie de tel ou tel organe, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Là, en quelques mois, des jeunes médecins, les internes en radiologie, développent leur capacité de catégorisation de ces taches grises qu'ils voient sur les images, et au bout d'un moment, ils perçoivent exactement la même image, mais plus du tout de la même façon. Là où on a une seule et même image, par exemple, j'aurais dû prendre un exemple d'échographie, mais si j'y pense, je vous en montrerai une autre fois. Une échographie vue par quelqu'un qui n'est pas un médecin, cette personne ne voit pas la même chose dans la même image. Un médecin, lui, il voit immédiatement s'il y a un problème, une tumeur, s'il y a un organe qui est endommagé ou je ne sais quoi. Mais ça suppose une éducation du regard. Et cet apprentissage, eh bien, c'est un apprentissage qui repose sur des capacités analogiques. Pourquoi ? Parce que comment on les forme, les radiologues ? On les forme en leur montrant des radios diverses, et à chaque fois ils essaient d'identifier, ils se trompent, c'est par essai-erreur, il y a un senior, un médecin senior qui les guide, et peu à peu, avec un grand nombre d'expériences perceptives, hein, ils perçoivent des similarités entre des échographies, pour reprendre cet exemple, différentes, mais qui ont des points communs et qui correspondent donc, qui construisent une catégorie. Et donc, c'est en ce sens-là, c'est une façon d'illustrer cette idée que les processus analogiques influencent nos processus perceptifs. Un autre exemple que je donne parfois, peut-être encore plus évident, si vous avez des connaissances en matière de botanique et que vous connaissez les noms d'arbres, les types d'arbres, etc. Donc vous avez des catégories et vous savez que des arbres qui ont telle propriété, qui sont blancs par exemple, qui sont assez fins, etc., ce sont des bouleaux. D'autres types d'arbres en fonction de leur forme de feuilles, etc., ce seront des chênes, etc. Donc vous avez des catégories d'arbres que vous connaissez et qui sont donc ces catégories, hein, on y reviendra en détail, mais dès qu'il y a catégorie, il y a analogie forcément. Hein. Une catégorie, elle est fondée sur des éléments, sur le fait que des éléments qui appartiennent à la même catégorie sont similaires d'une façon ou d'une autre. Donc, lorsque vous avez des connaissances en botanique et que vous vous promenez dans une forêt, vous voyez des chênes, des bouleaux, des hêtres, des frênes, je ne sais quoi, enfin bon, des types d'arbres bien particuliers. Si vous ne disposez pas de ces capacités analogiques, si vous n'avez pas ces catégories, ben vous ne voyez pas la même chose dans la même forêt. Vous voyez des arbres, des feuilles, des troncs, de l'herbe, mais vous ne voyez pas toutes sortes de différences. Vous voyez bien qu'il y a des arbres qui sont différents les uns des autres, mais les catégories ne vous sautent pas aux yeux, etc. Vous ne voyez pas la même chose. Bon, on pourrait dire la même chose du point de vue auditif. Hein. Lorsque vous entendez une langue que vous ne maîtrisez pas, vous ne voyez même pas la différence entre les phonèmes, hein, parfois. Bien, l'analogie joue un rôle important dans la récupération des informations mémorisées.
Oui, là, évidemment, si vous avez des informations en mémoire et que vous avez de bonnes capacités analogiques, vous pouvez les récupérer facilement. Ça, c'est un point intéressant, mais qu'on ne développera pas tellement, l'idée que les analogies transfèrent les émotions associées dans les deux sens, hein, de la source à la cible et de la cible à la source. C'est-à-dire que si vous avez... c'est tellement évident. Hein. Je veux dire, si une situation quelconque vous en rappelle une que vous avez déjà vécue, hein, par analogie donc. Si vous faites une analogie entre une situation et puis cette situation que vous avez déjà vécue, et si cette situation que vous avez déjà vécue est une situation qui est associée à des émotions très négatives, par exemple de tristesse, etc. Bon, cette situation nouvelle, évidemment, les émotions associées à la situation mémorisée vont être transférées, hein, sur la situation nouvelle. Bien. Et alors, ça, le dernier point est absolument essentiel. L'analogie peut fonctionner d'une manière automatique à un niveau inconscient. Hein. Alors, souvent, disons qu'avant les années 2000, on plaçait l'analogie en psychologie cognitive dans la rubrique des types de raisonnement. Hein. Raisonnement déductif, inductif, par analogie. Mais on visait par l'analogie un processus conscient. On fait consciemment une analogie entre deux choses. Bon. Alors ça, bien sûr, ça existe, mais c'est quand même assez limité. Dès qu'on prend en considération le fait que toutes sortes d'analogies se font d'une manière parfaitement inconsciente, Douglas Hofstadter, dont je vais donner des citations tout à l'heure, dit à plusieurs reprises, a écrit à plusieurs reprises cette idée qu'on passe notre temps sans même s'en rendre compte à faire toutes sortes d'analogies dans notre vie quotidienne. Mais on ne s'en rend absolument pas compte. C'est totalement inconscient. Bon, à partir du moment où vous cessez de limiter l'analogie au processus conscient, vous élargissez, bien sûr, hein, le spectre de cette notion. Alors maintenant, voyons quel est le modèle de base utilisé par les psychologues pour décrire les processus analogiques. Alors, le modèle de base, c'est celui qui a été défini au départ par Gentner, une psychologue américaine, donc, sous le nom de Structure Mapping Theory. Donc, mapping structurel, mapping, c'est une sorte de projection de structure. Hein. Il n'y a pas tellement de... C'est très difficile à traduire en français. Alors, la chose se présente grosso modo de cette façon-là, mais vous allez voir, je ne vais faire que répéter ce que j'ai dit d'une manière introductive tout à l'heure. Vous avez un domaine source ou un domaine de base, et puis un domaine cible. Donc le domaine source, c'est le domaine déjà connu. Donc vous connaissez ces aspects structuraux. Donc elle insiste là sur la notion de structure. Et puis le domaine cible, qui est nouveau, que vous ne connaissez, puisqu'il est nouveau, vous ne connaissez pas a priori ces aspects structuraux. Eh bien, le raisonnement analogique, donc qui est appelé structure mapping, il consiste à inférer les structures du domaine de base sur le domaine non connu, le domaine cible. Les structures, des structures, je devrais dire plutôt, hein, certaines structures du domaine connu vont être projetées sur le domaine non connu. Alors, plus précisément, voyons avec un exemple. La première étape, donc, c'est ce qu'on appelle l'alignement de la source et de la cible de l'analogie. Donc, là, vous voyez, bon, là, on a la source et la cible, hein, base, target. Base, c'est la source, target, la cible. Bien, alors, la description ici, attends, je vais enlever ça peut-être. La description ici, dans cette schématisation,
les petits carrés représentent des entités ou des objets, et les ronds des relations. Donc, vous prenez un objet quelconque, hein, il est composé d'éléments et de relations entre ces éléments. D'accord ? Donc, il y a des éléments, des relations entre les éléments, et puis parfois même des relations entre les relations. Bien. Alors, dégager une structure relationnelle commune entre la source et la cible, c'est établir, et c'est cela que désigne le terme anglais de mapping, établir des relations d'objet à objet, de relation à relation. Alors, un exemple classique, c'est l'analogie entre le système cardiovasculaire et un système hydraulique muni d'une pompe. Alors, dans cette analogie, on met en correspondance, donc, d'une part, un certain nombre d'éléments de la source et de la cible. Alors, vous mettez en correspondance, donc vous avez un système hydraulique muni d'une pompe, donc voilà quoi, des tuyaux, de l'eau, et puis une pompe qui fait circuler l'eau dans les tuyaux. D'accord ? Et puis, de l'autre côté, vous avez le cœur, le système cardiovasculaire. L'idée est que le domaine source, déjà connu, c'est le système hydraulique avec une pompe, parce que dans l'expérience des gens, on peut avoir été amené à faire circuler de l'eau dans des tuyaux. Bon. Et puis le domaine nouveau à connaître, c'est le système cardiovasculaire. Bon. Alors, on va décrire le rôle du cœur en disant simplement, en faisant une analogie en établissant une relation entre le cœur et la pompe. Hein. La pompe, c'est ce qui va permettre la circulation de l'eau dans le circuit, comme le cœur permet la circulation du sang dans les artères. Bon. Donc, ça suppose aussi une relation de ce type-là de mapping entre les artères et les tuyaux, entre le sang et le liquide qui circule dans le système hydraulique. Hein. Donc, bon, voilà, là, on ne fait que décrire quelque chose qui est perçu globalement de manière tout à fait évidente. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de relations entre des éléments de la source et les relations entre des éléments de la cible. Donc, par exemple, la relation entre le cœur et le sang, entre la pompe et le liquide, entre le sang et les artères, entre le liquide et les tuyaux, etc., etc. Bon. Alors, tout cela dessine... vous établissez d'abord un certain nombre de liens qui sont perçus d'une manière assez spontanée, assez évidente, ou alors on vous les explique s'il s'agit, par exemple, d'une leçon de science pour des enfants. On vous expose ces similarités. Bien. Ensuite, selon un principe qui est nommé le principe de systématicité, on va essayer de développer l'alignement. C'est-à-dire qu'on a établi un certain nombre de relations qui étaient évidentes. Bon, voilà, il y a une pompe, du liquide, un tuyau, et puis de l'autre côté, le cœur, les artères, le sang. Bon. Ça, c'était assez évident. Mais c'est là où le processus devient intéressant, c'est qu'il peut arriver que dans la source, il y ait un certain nombre d'éléments qui n'apparaissent pas immédiatement dans la cible, qui ne sont pas évidents, auxquels on n'aurait pas pensé. Et l'intérêt de l'analogie, c'est de se dire, mais tiens, au fait, si mon analogie, elle fonctionne avec un certain nombre d'éléments que je perçois facilement, est-ce qu'on ne pourrait pas la pousser au-delà, hein, et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres aspects? Alors, l'exemple, donc c'est ce qu'on appelle ici un candidat possible pour une inférence, c'est-à-dire vous avez un élément dans la source, et puis peut-être que, alors que là vous ne le percevez pas du tout dans la cible, peut-être que vous allez montrer qu'il existe. Bien. Alors l'exemple ici, c'est le paramètre de la... Si vous reprenez votre système hydraulique et que, après avoir fait cette analogie vous avez fait cette analogie, par exemple, pour expliquer à quoi sert le cœur. Bon, ben, le cœur sert à faire circuler le sang dans les veines et dans les artères, dans les veines. Bon. Il est comme une pompe. C'est la pompe qui fait circuler le sang. Bon, bah, très bien. Vous pouvez vous arrêter là.
Hein, vous avez fait une première analogie. Mais, et qui est facile à percevoir. Mais vous pouvez aller plus loin et vous dire, ben, oui, mais dans un système hydraulique, il y a une pression de l'eau. Hein. Eh bien, il doit y avoir sans doute une pression dans le système sanguin. Et c'est comme ça que vous pouvez découvrir la notion de pression artérielle. Bien, alors ensuite, donc, simplement, ce qu'on peut imaginer, c'est que par abstraction, hein, vous pouvez retirer, en oubliant la source et la cible, une structure commune, hein, qui serait par abstraction l'élément commun. Alors, un autre exemple très classique, qu'on appelle parfois l'analogie de Rutherford. Et puis, après cet exemple, on fera une petite pause, hein, parce que comme je fais la queue du cours pour que vous gardiez quelques neurones actifs jusqu'à la fin, on va faire quand même une petite pause. Surtout pour ceux, je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà suivi les 2 heures du séminaire de Franck Neveu juste avant, non ? Oui. Oui, hein, donc ça fait beaucoup quand même, 4 heures de séminaire d'affilée. Donc on fera une petite pause de 5 minutes. Juste après. Donc, une analogie ici entre le système solaire et la structure des atomes. Alors, voici, ici elle est présentée d'une façon un petit peu différente, mais l'idée est exactement la même. Donc, l'idée ici, c'est que vous avez une source connue, on admet qu'on connaît le système solaire. Bon. Et on veut expliquer la structure de l'atome. Bien. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on sait décrire au sujet du système solaire ? On sait qu'il y a le Soleil, qu'il y a des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, vous avez cette propriété là, revolves around. Donc, les planètes tournent autour du Soleil. Alors, SEO, c'est l'abréviation de sujet et objet. Hein. Donc, c'est-à-dire que ici, le sens, c'est les planètes, sujets, tournent autour du Soleil. Et vous avez aussi une relation d'attraction. Hein. On sait que les planètes, il y a une relation d'attraction dans les deux sens, hein, entre les planètes et le système solaire. On sait aussi que le Soleil est plus gros que les planètes. Hein. Donc, sujet, le Soleil est plus gros que les planètes. Et vu que le Soleil est plus chaud aussi que les planètes. Puis il y a d'autres attributs. Qui sont le fait qu'il est peut-être jaune dans certains dessins, bon, ou dans certaines images, mais pas toujours, hein, ça c'est une simplification. Il est chaud, il est massif. Bon. Alors, maintenant, si on veut utiliser pédagogiquement, par exemple, la connaissance de la structure du système solaire pour expliquer la structure de l'atome, eh bien, il y a un certain nombre de propriétés dont on ne va pas tenir compte. Hein. Ces propriétés-là, on ne va pas en tenir compte. Le fait que le Soleil soit très chaud, ça n'a aucun intérêt par rapport à la structure de l'atome, puisque l'analogie qu'on va faire, c'est entre le Soleil et le noyau de l'atome, et puis les planètes et les électrons. Bon. Donc, on ne conserve que ce qui correspond à l'alignement structurel du mapping qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça retient, disons, ces 4 propriétés, la relation d'attraction réciproque, le fait que, comme le Soleil est plus gros, plus massif que les planètes, eh bien, le noyau est plus massif que les électrons, et c'est surtout ça, on va dire, qui est, enfin, avec la relation d'attraction qui est intéressant, c'est que les électrons tournent autour du noyau. Bien, d'où une formulation possible de cette analogie. Hein, les électrons sont au noyau ce que les planètes sont au Soleil. Bon, alors, évidemment, ça suppose une connaissance préalable de la relation entre les planètes et le Soleil, le fait qu'à la fois elles sont attirées et qu'elles tournent autour du Soleil, mais si on a cette connaissance, on peut la transférer sur la connaissance de l'atome. Bon, vous voyez, vous reconnaissez ici un procédé pédagogique tout à fait élémentaire. Hein. C'est très souvent qu'on utilise ce genre de construction pour expliquer quelque chose à des enfants, hein, d'ailleurs qu'il s'agisse d'un contexte scolaire ou pas. Hein. Bien, mais alors cette analogie sous une forme proportionnelle,
elle peut aussi être présentée d'une façon binaire. Hein. On peut dire qu'il y a effectivement, sous une forme proportionnelle, que les électrons sont au noyau ce que les planètes sont au Soleil, mais on peut aussi dire tout simplement qu'il y a une analogie entre l'atome et le système solaire. Alors, je précise cela parce que dans l'histoire de la philosophie, on a très souvent limité l'analogie à la structure proportionnelle. C'est-à-dire uniquement à ce type de formulation. A est à B, ce que C est à D. D'accord ? X est à X', ce que Y est à Y'. Ça, ce serait la seule vraie analogie. Mais l'analogie qu'on va appeler binaire, dans la tradition philosophique, elle est souvent rejetée comme étant une simple similarité. D'accord ? Donc, un des apports de cette réflexion, c'est de rejouer différemment le rapport entre similarité et analogie. Mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, donc on fait une petite pause et on reprend dans 5-10 minutes maximum. Bien, alors je reprends, donc je fais circuler le programme des conférences STIH que vous avez dû en principe recevoir par mail, mais comme ça vous l'aurez en version papier. Voilà. Alors, donc je disais que, en effet, la plupart du temps, on réduit le concept d'analogie à l'analogie proportionnelle, mais en réalité, très souvent, les analogies se présentent d'une façon binaire. Je vous donne un exemple récent, là. Vous voyez qui date là, du 27 septembre, donc c'est tout récent. C'est donc une campagne je crois que je vous en avais déjà parlé tout rapidement la dernière fois, une campagne d'une association 269 Life, qui est donc une association qui s'intéresse à la défense des animaux, à la cause animale, et donc qui utilise une analogie. Alors, ils disent volontairement provocatrice, hein, donc ce qui semble signifier que ils n'assument pas entièrement l'analogie, mais ils la présentent comme une sorte d'outil politique de provocation pour dire, et cette analogie, c'est celle entre camp d'extermination et abattoir. Alors évidemment, ils se fondent sur des écrivains, philosophes juifs qui ont connu les camps d'extermination, mais évidemment, cette analogie entre les abattoirs et les camps d'extermination a été utilisée par les intellectuels juifs qui ont subi cela, mais dans l'autre sens, pour dire qu'il y avait une déshumanisation qui allait jusqu'à l'animal. Eux prennent l'analogie, mais en la renversant, c'est-à-dire en disant ce qu'on fait aux animaux est comparable à ce qu'on a fait aux juifs dans les camps d'extermination. Et alors, ils vont, vous voyez, pousser l'analogie, puisque ça c'est une campagne d'affichage, hein, qui est, je ne sais pas où a été prise la photo, mais curieusement, je ne sais pas si vous avez eu des échos dans la presse de cette campagne. Moi, je n'ai pas tellement vu que ça avait suscité des réactions particulièrement. Hein. J'ai un peu l'impression que ça a été un coup d'épée dans l'eau. Mais ils poussent l'analogie jusqu'à là. Et vous, à quoi ressemblez-vous, collabo ou résistant, hein? C'est-à-dire que si vous mangez de la viande, vous êtes du côté des collabos, donc des nazis, etc. Hein. Spécisme égale nazisme. Le spécisme, donc, c'est le fait de considérer que l'espèce humaine est radicalement différente des espèces animales non humaines, est assimilé au nazisme. Bon, donc c'est une analogie, bon, tant qu'elle est présentée comme volontairement provocatrice, ça ne pose pas tellement de problème. Ça pose un problème quand des personnes croient vraiment à cela, hein, c'est-à-dire ont vraiment cette voix chez un mangeur de viande, un nazi. Bon, là, c'est quand même très contestable comme analogie, et précisément,
ça pose le problème de la confusion entre analogie et similarité. Mais je vous donnais simplement cet exemple pour vous montrer que l'analogie se présente très souvent d'une manière binaire. D'ailleurs, c'est une chose, c'est X analogue à Y, pas X est à X', ce que Y est à Y'. Donc l'analogie va au-delà de l'analogie proportionnelle. Mais si on considère que l'analogie, qu'on va appeler donc binaire, est vraiment une analogie au même titre que l'analogie proportionnelle, ça suppose que la distinction entre similarité et analogie soit faite sur un autre plan. Bien, mais on verra cela plus tard. Alors, à partir du cadre théorique posé par Gentner, donc Structure Mapping Theory, qui est donc, là, c'est vraiment la référence, si vous voulez, les travaux de Gentner, tous les travaux contemporains en psychologie cognitive qui parlent de l'analogie donnent ces références-là, la référence à Gentner, comme le point de départ, tous. Quitte à éventuellement s'en éloigner un petit peu, mais c'est quand même le point de départ reconnu dans le champ par tout le monde. Bien. À partir de là, une première unification théorique a eu lieu, que j'ai, dans mon propos jusqu'ici, largement anticipé, qui est le lien entre la théorie du mapping de structure, donc, et puis la catégorisation. Parce que vous avez vu les exemples de Structure Mapping Theory. L'exemple de l'analogie entre le système solaire et la structure de l'atome, l'analogie entre le système hydraulique et puis le cœur, etc. On n'est pas du tout dans la catégorisation avec des analogies de ce type. Mais, et ça c'est un point qui a été développé au départ par Douglas Hofstetter, un auteur que vous connaissez peut-être par un livre qu'il a rendu célèbre, mais dans les années 80, je crois, Gödel et Scherbach. Bon, enfin, je pense que c'est un peu oublié aujourd'hui, mais ça a été. Enfin, c'est un chercheur qui est aujourd'hui à la retraite et qui était en poste à l'université d'Indiana, aux États-Unis. Et qui dit, bon, voilà, dans un texte, là aussi souvent cité, Analogy as the core of cognition, donc l'analogie comme le cœur de la cognition, donc c'est toujours cette idée que l'analogie est un processus cognitif central. Il dit donc la chose suivante, le déclenchement de catégories mentales, disons, antérieures, par un input quel qu'il soit sensoriel ou plus abstrait, est, j'y insiste, un acte, un processus analogique. Un acte qui c'est difficile à traduire comme ça, analogy making en français, on ne peut pas fabriquer des verbes à partir de noms de manière aussi facile. On ne dit pas analogiser, il faudrait dire analogisation, si vous voulez fabriquer un horrible néologisme, mais bon, voilà, c'est une façon, c'est un processus analogique, on peut dire simplement. Donc, chaque fois que une sensation, un input, donc chaque fois que quelque chose qu'on voit, qu'on entend, qu'on perçoit d'une façon ou d'une autre, déclenche une catégorie, c'est un processus analogique. Donc, c'est-à-dire quand je vois cet objet et que je le mets dans la catégorie des bouteilles, quand je vois cet objet et que je le mets dans la catégorie des ordinateurs. C'est ça la catégorisation. C'est tout simplement placer une entité dans une catégorie. Et la plupart du temps, enfin, je veux dire, là aussi, c'est évidemment une capacité sans laquelle le monde ne serait pas vivable. On ne pourrait pas vivre dans un monde pour lequel les objets seraient tous... Il faudrait imaginer que si on n'a pas de catégorie, entre chacun de nos ordinateurs, là, qui parmi les ordinateurs qui sont sur la table, qui sont tous différents de forme, de marque, etc., il faudrait imaginer qu'on ne voit pas le lien. C'est-à-dire que ce seraient deux objets différents, aussi différents que, je sais pas, un tabouret et une machine à laver.
on ne verrait pas la différence. On verrait pas si on n'a pas la capacité de voir la similarité, on voit les choses comme étant chaque chose est un objet singulier qui n'a aucun rapport avec un autre objet. Bon, évidemment que ça n'est pas comme ça qu'on perçoit le monde. Au contraire, on a plutôt tendance à placer les choses dans des catégories, les choses, les êtres, les événements, dans des catégories très spontanément. Bon. Ça, c'est un processus analogique. Mettre quelque chose dans une catégorie. Pourquoi? Alors, non seulement pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, là, la citation m'intéresse pour les autres raisons. La raison que j'ai donnée tout à l'heure, c'est tout simplement qu'à partir du moment où vous réfléchissez un instant à ce que c'est qu'une catégorie, prenons, pour reprendre l'exemple que j'improvisais tout à l'heure, la catégorie des ordinateurs. Bon, le fait que vous ayez en tête une catégorie des ordinateurs, ça suppose que vous ayez en tête le fait que entre des machines plus ou moins différentes, bon là on a des ordinateurs portables, mais là vous avez un ordinateur avec une tour, bon on peut imaginer les premiers ordinateurs complètement différents, tout ça, tous ces objets appartiennent à la catégorie générale des ordinateurs. Si vous les percevez dans la catégorie générale des ordinateurs, c'est parce que vous percevez des similarités, évidemment, entre tous ces objets. Hein. Donc il y a un lien évident entre la notion de catégorie et la notion de similarité, donc d'analogie. D'accord ? Seulement, dans l'histoire de la psychologie cognitive, on traitait d'une manière complètement séparée, sans du tout voir la relation, les problèmes de catégorisation et les problèmes d'analogie. Et c'est à partir des travaux de Hofstadter qu'on a commencé à les traiter globalement. Donc c'est ce que j'appelle une unification théorique. On a unifié la problématique de l'analogie et la problématique de la catégorisation. Ou plus exactement, sous le terme d'analogie, on a unifié la théorie du mapping des structures et puis la catégorisation. Alors, on peut jeter un coup d'œil sur la suite de la citation. Pourquoi est-ce que la catégorisation est une analogie ? Eh bien, parce que, dit Hofstadter, chaque fois qu'un ensemble de stimuli qui arrivent active une ou plusieurs de nos catégories, il doit y avoir quelque chose comme une sorte de glissement, slippage, hein, un genre de glissement, c'est-à-dire que qui est lié, enfin, ou d'imprécision, si vous voulez, qui est lié au fait que aucune instance d'une catégorie n'est précisément identique à une instance antérieure. Par exemple, je ne sais pas moi, votre bouteille, mademoiselle, votre bouteille, on peut dire, c'est plus précisément une, comment on appelle ça, une gourde ou une bouteille de thermos, enfin bref, peu importe, c'est une bouteille. Je n'ai pas dans ma mémoire une bouteille identique. Hein. Donc si j'arrive à la catégoriser comme une bouteille, c'est parce que je procède d'une manière un peu approximative. D'accord ? Bon, même chose pour, je peux très bien reconnaître un ordinateur d'un type que je n'ai jamais vu, tout simplement parce que la catégorisation, c'est un processus qui est approximatif. Et cette notion d'approximation, elle est centrale dans le concept d'analogie ou le concept de catégorisation. Hein. D'où l'idée cette idée-là est exprimée par le concept de fluidité. Hein. Les catégories sont essentiellement des entités fluides, elles s'adaptent aux stimuli et s'alignent avec eux. Et ce processus de mise en correspondance inexacte avec des catégories antérieures, ce processus de correspondance inexacte entre des catégories antérieures et des choses nouvelles qui sont perçues, que ces choses soient des objets physiques, des événements de grande ampleur ou des sagas, c'est de l'analogie par excellence. Hein. Donc, en plus de l'idée simplement affirmer clairement ici que la catégorisation est un type de processus analogique, il y a cette idée sur laquelle j'insiste là aujourd'hui, mais je ne vais pas avoir l'occasion d'y revenir tellement parce que c'est assez, au fond,
Enfin bon, voilà, on pourrait le développer en linguistique, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire. Cette idée que, donc, aussi bien dans l'analogie que dans la catégorisation, il y a du flou. Mais ce flou n'empêche pas un traitement. Et vous voyez, je veux dire, si la catégorisation ne me permettait de repérer que des objets exactement identiques aux objets que j'ai mémorisés, le processus serait d'une efficacité extrêmement limitée. Donc, si la catégorisation est efficace, c'est parce qu'elle ramène les choses un peu similaires à de l'identique. Ça le ramène à l'identique, c'est-à-dire que je le mets dans la même catégorie. Et au regard de la catégorie, c'est identique. C'est-à-dire que toutes les bouteilles qui sont sur la table, bouteilles, thermos, gourdes, etc., elles sont identiques d'un certain point de vue. En termes, elles appartiennent toutes à une sorte de catégorie. Mais pour faire cela, j'ai eu besoin d'un genre d'approximation. Et c'est là où le lien avec l'analogie se fait. C'est que ce n'est pas de l'identité qui est en jeu, c'est de la similarité. D'accord ? Bien. Alors, cette idée est développée dans ce livre que vous pouvez lire si cela vous intéresse. C'est un livre assez récent, paru en 2013, qui a eu une version en anglais et une version en français. Ils ont écrit les deux livres parallèlement. Donc, Douglas Hofstetter, dont je vous parlais il y a un instant, et puis Emmanuel Sander, qui est un psychologue français, qui était en poste à Paris 8 jusqu'à il y a 2 ans et qui est maintenant à Genève. Et donc, ils ont publié ce livre chez Odile Jacob, qui fourmille d'exemples de toutes sortes et qui examine des manifestations de l'analogie en psychologie, dans le langage, tout à l'heure je vous parlais de la découverte scientifique, il y a aussi un chapitre sur ce sujet. Donc c'est un livre qui est très abordable, assez touffu, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. C'est pas un livre théorique, c'est un livre il a un contenu théorique bien sûr, mais il vaut surtout pour la richesse des exemples qu'il contient. Donc un livre à noter qui encore une fois, vous voyez, reconduit cette idée que l'analogie est au cœur de la pensée humaine. Une dernière citation sur ce sujet qui revient sur cette idée que j'énonçais tout à l'heure de la limitation pendant un long temps de l'histoire de la psychologie, de l'analogie au problème du raisonnement. Donc, c'est toujours une citation du même Hofstetter tirée du même livre. On pourrait penser que les processus analogiques sont une variété de raisonnement, un type de raisonnement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les livres de psychologie cognitive, l'analogie apparaît dans le chapitre sur le raisonnement. Comme dans la phrase raisonnement analogique et résolution de problèmes, un cliché qui a tenu longtemps dans le monde de la science cognitive, parce que c'est rendre à l'analogie un très mauvais service. Après tout, le raisonnement et la résolution de problèmes ont été, au moins je l'espère, depuis longtemps, reconnus comme étant bien loin du cœur de la pensée humaine. Je veux dire que la résolution d'un problème par analogie, ce n'est pas quelque chose qu'on va placer au cœur de la pensée humaine. Bien. Donc si l'analogie n'était qu'une sorte spéciale de quelque chose qui lui-même est à la périphérie, eh bien, ce ne serait rien d'autre, alors ça c'est impossible à traduire, que etiebete-blip, c'est une toute petite chose. Ça d'ailleurs c'est un exemple très intéressant pour l'iconicité du i. Le i qui là, même si vous maîtrisez, vous ne savez pas exactement ce que ça signifie, etiebete-blip, etiebete-blip in the broad blue sky of cognition, donc dans le ciel bleu de la cognition, une toute petite chose dans le ciel bleu de la cognition, même si vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas le sens précis de cette suite de mots,
le fait qu'il y ait un très grand nombre de i vous renvoie à l'idée que c'est quelque chose de petit. Bon, donc pour moi, cependant, l'analogie n'est pas du tout ça, n'est pas du tout un petit blip. Bien au contraire, c'est alors, the very blue that fills the whole sky of cognition, donc c'est le bleu du ciel. Hein. Autrement dit, c'est vraiment la chose fondamentale de la cognition. L'analogie est tout, ou presque, dans ma perspective. Donc là, c'est vraiment un auteur qui va très loin. Alors peut-être que c'est un peu excessif, hein, mais il n'empêche que, sans forcément dire que c'est tout, parce qu'il y a quand même d'autres choses aussi, il demeure que l'analogie, comme processus cognitif, ne peut plus être considérée comme autre chose, aujourd'hui, hein, comme autre chose que quelque chose d'absolument central dans la cognition humaine. Ça, c'est, comme je vous le disais, il y a 20 ans, ces textes-là où l'idée était perçue comme nouvelle, de dire que catégorisation et analogie c'est la même chose, et de toute façon, à partir du moment où vous mettez la catégorisation comme un cas particulier d'analogie, de fait, l'analogie devient immédiatement quelque chose d'absolument fondamental. Puisque sans la catégorisation, encore une fois, la vie humaine ne serait pas possible. D'ailleurs, la vie de n'importe quelle espèce animale. Donc, je disais, dans les années 2000, cette idée était perçue comme nouvelle d'unifier catégorisation et analogie. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est une idée complètement confirmée, reçue, acceptée, et ça ne signifie pas pour autant que tous les psychologues travaillent sur l'analogie, mais l'analogie a pris sa place dans les travaux de psychologie cognitive, dans beaucoup de questions, beaucoup de problématiques, et il est du coup tout à fait naturel que le concept puisse être transféré, utilisé en linguistique. Hein, à partir du moment, bien sûr, où on s'intéresse où on s'inscrit plutôt dans une perspective cognitive au sujet du langage. Bien. Alors, il y a une deuxième unification à prendre en considération, c'est la question de l'iconicité. C'est-à-dire considérer que la problématique de l'iconicité est aussi une problématique qui relève de l'analogie. Alors pour vous expliquer cela, il faut d'abord que je vous expose un petit peu cette notion d'iconicité. On va le faire très rapidement parce que c'est un sujet très vaste. Alors, je vais vous donner une définition qui est due à Olga Fischer, qui est donc une des linguistes. Elle est linguiste angliciste de l'université d'Amsterdam, et elle a créé un groupe de recherche avec une de ses collègues de l'université de Zurich. Enfin, à l'origine, c'était avec un collègue, mais qui est décédé depuis, et c'est une linguiste qui a pris enfin plutôt une littéraire d'ailleurs, qui a pris le relais, et ils organisent tous les 2 ans un colloque intitulé Iconicity in Language and Literature, donc l'iconicité dans les langues et en littérature, tous les 2 ans, depuis, cette année c'était en Suède, à Lund, et c'était le 12e colloque, donc ça fait 24 ans que ça existe. Bon, alors, elle définit, donc c'est une chercheuse reconnue dans ce domaine de l'iconicité. Bien. Elle définit l'iconicité de la façon suivante. C'est une notion qui vient de la sémiotique, hein, une notion qui vient de la sémiotique, et qui renvoie à l'idée d'une ressemblance naturelle ou d'une analogie, vous voyez, le terme d'analogie est présent, entre la forme d'un signe, donc le signifiant,
que ce soit une lettre, un son, un mot, une structure de mot, ou même l'absence d'un signe, donc autrement dit un morphème zéro. Donc, une analogie entre la forme d'un signe et l'objet ou le concept auquel il réfère dans le monde, ou plutôt dans notre perception du monde. Donc, donc une analogie entre le signifiant et le signifié. D'accord ? Bon, l'iconicité, ainsi définie, apparaît comme une analogie qu'on peut dire hétérogène. On reviendra plus tard dans les caractérisations, classifications des phénomènes analogiques sur cette notion, mais on peut dire simplement que, pour l'instant, qu'il y a une similarité entre la similarité qui caractérise l'iconicité, c'est une similarité entre deux entités de nature complètement différente. Entre un son, par exemple, et une signification. Entre un signifiant et un signifié. Alors que, par exemple, dans la plupart du temps, pour la catégorisation, s'il y a une analogie, c'est une analogie homogène. Si je construis, si je renvoie tous les objets qui ressemblent à des bouteilles dans la catégorie bouteille, je fais une analogie entre des choses qui appartiennent au même monde, ce sont les mêmes types d'êtres. Alors que ici, entre une forme et un objet ou un concept, il y a une différence importante d'appartenance. Alors, à partir de là, donc, elle distingue deux types d'iconicité qui renvoient finalement, on va le voir, aux deux types d'analogies qu'on a vues, analogie binaire et proportionnelle. D'abord, il peut y avoir une similarité entre le signe et l'objet, pour simplifier, puisque quand elle dit le signe, il faut comprendre le signifiant, quand elle dit l'objet, il faut comprendre le signifié, l'objet, le référent ou le concept. Bon, c'est une simplification. La similarité entre le signe et l'objet peut être due à des traits communs qui sont inhérents dans chacun d'eux. Donc là, au fond, c'est de l'analogie binaire, et ça signifie que en observant le signifiant, je peux deviner des propriétés de l'objet. Et dans ce cas-là, on parle d'iconicité d'image. Comme les exemples qui sont donnés, c'est le portrait, l'onomatopée, par exemple le coucou, qu'on appelle coucou, c'est l'oiseau, le coucou, qu'on appelle ainsi par imitation du bruit que fait l'oiseau ou du chant de l'oiseau. Et dans ce cas-là, si j'entends le mot coucou, j'ai une information sur le référent du mot, puisque ça me dit un son qui ressemble au son que produit le mot. Bon. Pensez aux icônes, aux pictogrammes. Je donne souvent cet exemple, les pictogrammes dans les aéroports qui indiquent les toilettes, hommes-femmes. Je veux dire que si vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, et imaginez que, je sais pas moi, vous êtes français, vous arrivez en Chine, et que sur les portes des toilettes, ce soit écrit en chinois, homme-femme. Comment ? Vous ne pouvez pas deviner, parce que là, vous avez affaire à un signe linguistique. Donc, on utilise des pictogrammes, donc des symboles de toutes sortes, qui peuvent être très variables, mais qui ont une ressemblance immédiate. Le symbole homme avec des hommes, le symbole femme avec des hommes, et qui retiennent un certain nombre de traits qui permettent d'identifier immédiatement à quoi on a affaire. Donc dans ce cas-là, on a affaire à de l'iconicité d'image. Et le portrait, l'exemple du portrait, c'est la même chose. Je veux dire que si à supposer qu'on se limite au cas du portrait réaliste, et qui est le cas le plus souvent, si vous avez un portrait, une photographie par exemple, de quelqu'un de votre famille, bon, eh bien, il est préférable évidemment que ce portrait ait une similarité avec la personne réelle,
que ce soit ressemblant. Hein. Parce que si vous avez une photo de quelqu'un qui ne ressemble absolument pas, qui est déformé ou n'importe quoi, je veux dire, l'efficacité de regarder ce portrait pour se penser à la personne, par exemple, il n'y aura aucune efficacité. Hein, elle sera nulle, cette efficacité. Bon. Et puis ensuite, il y a un deuxième type d'analogie, d'iconicité, lorsque l'analogie est plus abstraite, et qui se nomme l'iconicité diagrammatique, qui est fondée, mais vous allez reconnaître ce qu'on a décrit tout à l'heure sous forme d'analogie proportionnelle, qui est fondée sur la relation entre des signes qui reflètent une relation similaire entre des objets ou des actions. Alors l'exemple qui est très souvent donné dans ce cas-là, c'est l'exemple Weni Widi Wiki. Cet exemple, il est simple. C'est un exemple qui est emprunté à un article de Jacobson, mais bon, peu importe. L'idée ici, c'est que si vous considérez le plan du signifiant, donc des mots qui se succèdent visuellement sur la ligne, hein, dans la phrase, il y a d'abord Weni, ensuite Widi, ensuite Wiki. Bon, ça c'est le plan des signifiants. Et sur le plan des actions, la phrase signifie que d'abord je suis venu, ensuite j'ai vu, ensuite j'ai vaincu. Donc il y a bien, mais c'est tellement trivial qu'on ne le remarque même pas, il y a bien une coïncidence entre l'ordre des mots et l'ordre des actions, qui n'est jamais obligatoire. Il y a des langues dans lesquelles cet ordre n'est pas obligatoire. On peut très bien présenter des actions en utilisant des signifiants dans un ordre différent de l'ordre des actions dans le monde réel. Hein. Mais c'est, disons, la propriété de base des langues, la succession de mots ou de groupes de mots permet, par iconicité relationnelle cette fois-ci, donc de renvoyer à des successions d'événements. Donc on distingue l'iconicité d'image et l'iconicité diagrammatique. Hein. Et ces deux types d'iconicité peuvent être décrits comme respectivement une analogie binaire et une analogie proportionnelle. Bon. Alors, il faut évidemment remarquer, mais on aura probablement l'occasion d'y revenir, que la problématique de l'iconicité s'oppose tout de même au principe saussurien de l'arbitraire du signe. Hein, vous avez sans doute appris à un moment ou à un autre de vos études que le premier principe de la linguistique, dans le cours de linguistique générale, c'est que le signe est arbitraire. Donc il n'y a pas de lien de motivation entre le signifiant et le signifié. Bon, alors, tout cela est beaucoup plus complexe. Bon, il faudrait... Là, je n'ai pas le temps de le développer, on le fera peut-être plus tard. Mais en apparence, tout au moins, on a bien l'idée inverse. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre signifiant et signifié, qu'elles soient binaires ou proportionnelles. Hein. Tout à l'heure, on parlait du i qui renvoie à du petit. C'est pas une blague. Maintenant, c'est quelque chose qui a été montré scientifiquement, etc., que les sons aigus, comme le i, renvoient cognitivement à l'idée de petitesse. Hein. C'est pas juste une petite intuition comme ça, quelque chose. Maintenant, c'est quelque chose d'acquis. Bon, ça c'est bien de l'analogie binaire. Hein. Sauf si on la présente sous une forme proportionnelle en disant il y a une opposition entre I et A, et le I renvoie au petit, tandis que le A renvoie au grand. On y reviendra plus en détail lorsque on parlera de la fonction iconique de l'analogie, justement. Bon, deuxième remarque, mais là aussi je ne vais pas développer, tout ce travail dans les linguistiques contemporaines sur l'iconicité est issu des travaux de Charles Sanders Peirce, qui est donc un philosophe américain, qui a été longtemps oublié et puis qui est redécouvert. C'est un philosophe majeur
des États-Unis qui a développé, qui s'est intéressé à un nombre de sujets absolument prodigieux, notamment à la question de la science et à une forme de réalisme en science. Mais il a développé une théorie du signe, tout simplement parce que son hypothèse était en tant que philosophe, son hypothèse était qu'on ne peut pas penser sans signe. Donc le premier travail du philosophe, qui étudie la pensée, c'est d'étudier comment fonctionnent les signes. D'où le développement de ce qu'on a appelé la sémiotique. Mais le but de Peirce n'était pas d'inventer une science qu'on appelle la sémiotique, ça ce sont des développements ultérieurs. Le but de Peirce c'était simplement de s'orienter dans l'analyse de la pensée, si vous voulez. Bien. Et dans la théorie sémiotique de Peirce sont développées les notions d'icône, index, symbole, que vous connaissez sans doute, et sur lesquelles aussi on reviendra plus tard. Donc ces recherches contemporaines sur l'iconicité linguistique sont issues des travaux de Peirce via Jacobson qui, dans les années 60, dans un article très célèbre qui s'appelle « À la recherche de l'essence du langage », a introduit Peirce dans le champ de la linguistique. Il a fait un article dont je vous reparlerai plus tard qui nous explique en gros, un sémioticien, Peirce, philosophe, présente une opposition entre les icônes et les index. Qu'est-ce qu'on peut en faire en linguistique? Et voilà ce qu'on peut en faire. Donc, ça nous donne un deuxième niveau d'unification où, sous le concept d'analogie, il y a non seulement la théorie de Gentner, Structure Mapping Theory, donc le cadre général, si vous voulez, l'analogie au sens très général, la fonction cognitive générale de l'analogie qui consiste à ramener l'ancien, à ramener le nouveau vers le déjà connu, qui intègre à la fois la question de la catégorisation ou de la conceptualisation, pour un certain niveau d'analyse, les deux notions sont équivalentes. Une catégorie, on peut considérer que c'est un concept, enfin en tout cas les psychologues ne font pas tellement la différence. Et puis l'iconicité, à la fois l'iconicité diagrammatique et l'iconicité d'image. Alors j'ai séparé sur ce schéma l'iconicité diagrammatique parce qu'il y a un livre d'un linguiste, Esa Itonen, qui est, vous voyez, déjà ancien maintenant, qui date de presque de 15 ans. Analogy as Structure and Process, donc dans lequel il développe l'idée que l'iconicité diagrammatique, c'est de l'analogie. Donc ça a été bien théorisé. En revanche, que l'iconicité d'image, du type I petit, soit considéré comme un cas d'analogie, ça c'est quelque chose qui reste encore peu exploré, peu intégré. Mais enfin, il n'y a absolument aucune raison de ne pas l'intégrer aussi. Alors, maintenant il faudrait que j'aborde cette deuxième partie sur l'analogie comme relation entre différents types d'éléments, donc entre quoi et quoi, mais je vois qu'il est déjà presque 8h moins 5, donc je vais peut-être réserver cela pour la prochaine séance. Donc puisqu'il nous reste quelques minutes, est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc je poursuivrai la semaine prochaine pour que dans ces toutes premières séances, je pense qu'on aura terminé la prochaine fois, vous ayez une vision d'ensemble de ce qu'on entend par analogie en linguistique, et à partir de là, vous pourrez commencer à réfléchir à partir de vos recherches personnelles, vos travaux, à ce que vous pouvez apporter, vous, à cette notion, qu'est-ce que vous allez pouvoir présenter au sujet
de l'analogie à partir de ce qui vous intéresse, donc à faire des propositions de sujets. Donc, non pas la semaine prochaine, mais la semaine encore suivante, on fera une séance un peu plus collective dans laquelle je vous demanderai d'exposer rapidement vos intentions au sujet de votre travail personnel sur l'analogie. Hein, et à ce moment-là. Mais je vous le demanderai seulement quand j'aurai terminé d'exposer globalement ce que j'entends par analogie. Donc on va terminer cela la semaine prochaine. On en discutera un petit peu. Et puis, la semaine suivante, vous devrez commencer vous devrez avoir quelque chose à dire au sujet de votre travail personnel, ce que vous envisagez de faire, ce que vous vous sentez capable de faire, qui ait un rapport, disons, de faire comme travail qui sera évalué pour le séminaire, en rapport donc avec l'analogie. D'accord ? Très bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre attention.